Dès aujourd'hui, réinvestissez votre acompte de réduction d'impôt sur un projet essentiel et qui prend de l'ampleur, TV Liberté. Dès aujourd'hui, réinvestissez sur une télévision libre, autonome, indépendante, sans filtre, qui ne dépend ni des oligarques, ni des partis, ni des lobbies, ni de l'État. Dès aujourd'hui, réinvestissez cet acompte pour obtenir un nouveau crédit d'impôt pour 2019. La presse d'information est aux ordres? Alors, soutenez la presse alternative en 2019, année de tous les changements. Bonjour chers téléspectateurs de TV Liberté, bienvenue sur le plateau de Politique et Économie. Et sur ce plateau, Jean-Claude Rollinat. Bonjour mon cher Olivier. Bonjour mon cher Jean-Claude. Vous êtes journaliste et vous venez d'écrire un livre qui s'appelle « La bombe africaine et ses fragmentations ». La bombe africaine, elle est démographique. Et je vais dire tout le bien et tout le mal que je pense de votre livre. Il y a plus de bien que de mal, je vous rassure. Parce que moi-même, j'arrive d'Afrique. Là, j'ai atterri il y a quelques jours. Et évidemment, ce continent, vous l'avez aussi parcouru. Vous le connaissez. Oui. Et votre préfacier, qui a fait une préface très fine et pleine d'humour, c'est Alain Sanders, a aussi parcouru oui, c'est un connaisseur, notamment du Rwanda. Voilà, ce pays. Ces pays, parce que c'est un continent. Alors, mon cher Jean-Claude, vous avez fait un bouquin qui m'a beaucoup plu, parce que il a la connaissance des problèmes, et notamment des problèmes démographiques. Nos téléspectateurs verront les chiffres de la bombe démographique, qui est considérable. Si vous voulez. Il faut quand même savoir que le taux de fécondité en moyen, en France par exemple, c'est 1,8 enfants par femme. En Afrique, sauf erreur, vous allez le dire à nos téléspectateurs, c'est moyenne. Ce sont des moyennes. Alors les moyennes, c'est extrêmement difficile puisqu'on peut aller d'un pays qui a une faible, comment dirais-je, un faible taux synthétique de fécondité qui est quand même à 2,8. C'est le Swaziland. Et vous avez le recordman absolu, c'est le Niger avec 7,1 enfants par femme. Et j'ai vu ça dans certaines parties du Sénégal, 7 enfants par femme, et le monsieur avait 4 femmes. Et donc, anecdote. Ça fait 28 enfants. Oui, vous vous rendez compte? Oui. Alors, tous ces braves gens qui souhaitent effectivement échapper à un triste sort et qui viennent en France, s'ils bénéficient des avantages sociaux qu'offre généreusement notre République, il est évident que jamais nos comptes ne seront redressés. Ça, c'est une évidence. Mais il est bon de le dire, il est bon de le répéter. Alors, ce livre est basé sur une analyse démographique qui est très sérieuse, et je rends hommage au sérieux de votre travail, mais il y a autre chose. C'est que c'est un livre passionnant. Il se lit. Alors, le bilan, vous faites un bilan assez bref, mais intéressant, riche, objectif de la décolonisation, de la colonisation, pardon, avec quelques figures de grands colonisateurs bien oubliés aujourd'hui. Et puis, ensuite, alors, c'est incroyable aventure des gouvernements qui se sont succédés à la tête des pays africains. Vous-même utilisez des formules. Homme d'État en Afrique, un métier à risque. Empereur de pacotille, roitelets exotiques et autres despotes non éclairés. Et nos téléspectateurs auront compris que vous avez aussi le sens de la vie, le sens de la formule, car vos formules sont excellentes. Et nous allons bien sûr parcourir cette décolonisation et ces avatars assez curieux, dans lesquels d'ailleurs les vieilles tendances primitives ne sont pas loin. On voit des massacres, des présidents exécutés de façon quasi fétichiste. Vous avez un exemple extraordinaire d'une terre promise sans promesse. Voilà, très bonne formule. Le Libéria. Le Libéria. Alors évidemment, les sociétés philanthropiques américaines du début du 19e siècle, effectivement, à juste titre, étaient scandalisées par le sort des esclaves noirs dans les États méridionaux. Bien. Et alors, pour s'acheter bonne conscience, elles ont décidé de réimplanter une partie de ces esclaves noirs en Afrique.
Et alors déjà, les colonisateurs qui étaient quand même gourmands avaient déjà entamé le gâteau africain sur sa côte occidentale, et il restait un petit morceau entre la côte de l'Or, le futur Ghana, et la côte d'Ivoire, etc. Et alors, ils ont installé, ils ont réimplanté, alors là c'était évidemment des bateaux qui partaient dans l'autre sens, et ils ont réimplanté des Afro-Américains, une vingtaine de milliers d'Afro-Américains qui se sont installés dans un territoire qu'ils prétendaient et qu'ils pensaient être vierge, mais il y avait déjà des habitants. Voilà. Et ils ont donné le nom de Liberia à ce territoire. C'est un dérivé de Liberty. Et leur capitale, évidemment, ils l'ont baptisé Monrovia, en hommage au président américain Monroe. Eh bien, que pensez-vous, mon cher Olivier, que firent ces premiers Afro-Américains quand ils débarquèrent sur ce Liberia? Eh bien, ils ont mis en esclavage les indigènes qui étaient là sur la côte. Et plus un siècle et demi plus tard, eh bien, ces bons sauvages, entre guillemets, se sont vengés. Voilà, on pourra peut-être en parler plus tard, mais enfin, vous avez le président, le sergent Samuel K. Doe, qui était sergent de l'armée libérienne, une armée entre parenthèses entretenue par les Américains, qui a exécuté le président Tolbert et ses ministres, et lui-même ayant fini, si vous voulez, dans l'estomac de ses congénères. Voilà. Nous fermerons la parenthèse du Libéria. C'est un petit peu à l'image de toute cette histoire postcoloniale qui est faite de sang et de coups d'État permanents. Mais écoutez, ce lundi 7 janvier, vous avez un coup d'État... Un scoop, allez. Au Gabon, écoutez, on l'a appris ce matin. Alors, à l'heure qu'il est, je ne sais pas si ce golpe va réussir, mais enfin, une fois de plus, c'est un militaire qui a pris la tête d'un comité national de rénovation ou de restauration, je ne sais plus. C'est comme cela souvent que ça s'appelle, profitant de l'exil provisoire du président Bongo, Ali, qui était d'ailleurs le successeur de Papa Omar, qui est décédé. Qui ne s'appelait pas Omar à l'origine, d'ailleurs. Non, il s'est converti. Il s'est converti probablement par opportunisme, et il avait fait un AVC à Riyad, en Arabie Saoudite. Il a été soigné au Maroc où il est décédé. Et son fils, lui, gravement malade également, se faisait soigner au Maroc. Et là, les militaires, semble-t-il, en ont profité pour prendre sa place. Enfin, à l'heure qu'il est, à l'heure à laquelle nous parlons, oui, il y a un côté Alcazar Tapioca. Vous voyez, bon. Mais c'est un scoop, puisque c'est tout récent, mais c'est d'une banalité extrême. En Afrique, oui. En Afrique, c'est banal. Tout à fait. Alors, revenons à la première partie du livre, la bombe africaine. C'est-à-dire, vous parlez évidemment d'une inquiétante épée de Damoclès. Au sud du Sahara, la population 40% de la population a moins de 15 ans. Moi, je l'ai vu dans un pays... au Sénégal. Au Sénégal. Oui. Mais ça grouille d'enfants. C'est un grouillement d'enfants. Et alors, les enfants ne sont pas toujours élevés par leurs parents, ils sont élevés par les frères et les sœurs, les oncles et tantes. Et ça fait des espèces de familles élargies, des fratries et des gosses qui courent partout. Gardez-vous, chers téléspectateurs, si vous allez là-bas avec une voiture. Certes. Faites très très attention à ces enfants qui sont très mignons, mais qui traversent la rue, qui débouchent sous vos roues à n'importe quel moment, et c'est extrêmement dangereux, parce que là, vous aurez toute la population contre vous. Oui, alors moi je suis allé aussi au Sénégal, j'avais effectivement marqué avec mon épouse ce grouillement d'enfants et les jouets d'ailleurs très primitifs avec lesquels ils s'amusent et qu'ils s'inventent. Et puis j'ai vu ça aussi en Afrique australe où j'ai circulé la nuit et en Afrique australe on roule à gauche et j'avais effectivement très peur voyant des colonnes incessantes sur les bas-côtés d'enfants, d'adolescents ou d'hommes ou de femmes d'âge mûr. Bon, mais vraiment, vous êtes dans un endroit en Afrique où que vous soyez, à part évidemment les zones sahariennes, où que vous soyez, d'un seul coup, vous avez des gens qui sortent de nulle part. Oui. Ah oui, c'est tout à fait caractéristique. Oui. Vous êtes en plein Sahel, à la limite de la Mauritanie, et tout d'un coup, vous voyez un groupe de femmes superbes avec des boubous qui se promènent, enfin, elles ne se promènent pas en réalité. Elles marchent, elles vont à un marché, elles vont chercher quelque chose, une subsistance, ou alors des grappes humaines qui s'accrochent à ces camions antédiluviens qui sont... Autobus, alors au Sénégal, c'est les marabouts. Ils tiennent la circulation. Ils tiennent le business de la circulation. Et alors, du coup, au point même qu'on a renoncé à faire une ligne de chemin de fer entre Dakar et Saint-Louis, parce que les marabouts s'y opposaient radicalement. Mais fermons la parenthèse. Alors, l'Afrique noire, 1,3 milliard d'habitants.
Alors, l'Afrique noire, en 1900, nous recensions 100 millions d'habitants, à peu près. Hein. Recensement, évidemment, à prendre avec des pincettes. En 1990, nous avions 640 millions de personnes, soit une augmentation, une multiplication de 6 en 90 ans. Aujourd'hui, c'est plus ou moins 1 milliard, 1,2 milliard. Tout recensement exact est impossible. Déjà en France, c'est difficile dans certains quartiers. Alors il est évident qu'en Afrique, mon cher Olivier, on ne peut pas être exact. Mais ça tourne autour du milliard. En 2050, les projections des démographes nous donnent... Alors, je fais une moyenne, parce que vous avez la moyenne basse et la moyenne supérieure, ça nous donne 2 milliards. Déjà, on multiplie par 20 en 150 ans. Et alors là, à la fin du siècle, c'est dramatique, compte tenu évidemment des autres menaces qui pèsent sur cette belle planète bleue, eh bien on atteint un chiffre hallucinant de plus ou moins 4 milliards de personnes. Vous vous rendez compte, entre 100 millions en 1900 et 2 siècles plus tard, 4 milliards, cette multiplication, c'est de la folie. Prenons par exemple un pays comme le Niger, que nous avons cité tout à l'heure. Eh bien écoutez, à l'âge de l'indépendance en 1960, la République du Niger, capitale Niamey, qui est un État du Sahel, il y avait 3 millions de Nigériens. Attention, Nigériens. Ne pas confondre avec les Nigérians, les habitants du Nigeria. Actuellement, il y a 20 millions d'habitants. C'est-à-dire que il y a une sacrée multiplication en une cinquantaine d'années. En 2040, les Nigériens seront 40 millions. Et en 2050, ils seront 60 millions. 60 millions, c'est-à-dire une multiplication est phénoménal par rapport aux 3 millions du début, et dans un pays qui n'a aucune richesse spécifique à part l'uranium. L'uranium, oui. Ah oui, j'allais vous le dire. C'est vrai. Non, mais le reste, c'est de l'élevage primitif. Hein, bon, vous vous rendez compte? Alors, ces gens-là, comment vont-ils vivre avec le problème des récurrentes sécheresses? Bon, alors il y a des solutions. On l'abordera en fin d'émission probablement. Mais vous imaginez le rush que ça peut être sur l'Europe de toutes ces populations misérables. Et alors, pour le Niger, on se pose la question de savoir comment on va les nourrir. Mais au Sénégal, où tout le monde mange à sa faim à peu près, je me posais la question en voyant tous ces enfants et tous ces adolescents, tous en uniforme. Hein. Ils vont à l'école en uniforme. Oui, alors ça, je le confirme, dans tous les pays, notamment anglo-saxons, d'influence anglo-saxonne, que nous avons visités, ils sont en uniforme. Même chez les Français. Et quel travail pour ces gens-là, ces jeunes gens. Quel travail. Oui, alors, à part les centres, n'est-ce pas, de télécommunications qui sont... les plateformes téléphoniques. Bon, à part ça, pour les petits bacheliers de là-bas, qu'est-ce que vous avez comme job? Alors, comparaison avec l'Europe, Jean-Claude Rollinat, vous en faites. Vous avez quelques chiffres, peut-être. Je vois, pour un Européen de 50 ans, on comptera 3 Africains de moins de 30 ans. C'est quand même... Mais c'est grave. Si vous voulez, vous avez des pyramides démographiques totalement inversées. Vous avez une zone d'inflation de population, qui est la zone subsaharienne, et vous avez une zone de déflation, c'est-à-dire les pays européens. Et alors, vous avez quand même, ce qui est dramatique, vous avez des pays quand même de forte imprégnation catholique, comme l'Italie, ou comme le Portugal, avec des taux de natalité qui sont effaramment bas, extrêmement bas. Le taux de fécondité, même. Le taux c'est le nombre d'enfants par femme. Bon, la natalité étant le nombre de naissances pour 1000 habitants. Il faut repréciser ça pour nos amis. Voilà, pour nos téléspectateurs. Mais la réalité, c'est que le taux de remplacement n'est pas assuré en Italie, en Espagne, au Portugal, en Allemagne, en Angleterre. Il est à peine assuré en France, et on se demande par qui d'ailleurs, et on voit bien. Nos amis libéraux libertaires qui sont aux manettes d'un grand nombre de pays de cette belle Union européenne nous disent que la solution est toute trouvée. Pour remplacer les bras qui vont manquer, faisons appel à l'immigration. C'est ce que Mme Merkel souhaiterait faire en Allemagne fédérale. Sauf que là, il y a la CSU et il y a l'AfD qui veillent au grain et qui vont peut-être monter au créneau. Et ils montent déjà au créneau, la grosse la grosse coalition est déjà en train de craquer à cause de ça. Mais il y a autre chose. C'est qu'un émigré, il devra payer la retraite de ses parents qu'il a laissés au pays,
pourquoi est-ce qu'ils paieraient la retraite de ceux qui sont dans le pays d'immigration? Et surtout que les Africains, vous le savez, ont l'esprit de solidarité beaucoup plus affirmé qu'en Europe. Et ça, il faut le dire, il faut le reconnaître, c'est une qualité humaine qu'ils ont, c'est que les anciens ne sont pas abandonnés comme des casernes à vieux en Europe. Exactement. Et la moyenne, l'espérance de vie, je crois que vous le citez à un moment, en Afrique, c'est 51 ans. Hein. Oui, on est loin. C'est très inégal. Hein, très inégal, bien sûr. C'est très inégal en fonction des pays et en fonction des classes sociales. Bon, c'est normal. C'est un petit peu partout pareil, bon, il faut bien l'avouer. J'ai bien noté à plusieurs reprises que le toubab blanc, un peu chenu, comme vous et moi, mon cher, est l'objet de respect. Oui, alors, c'est une différence qu'il y a entre la vision que les Africains immigrés en Europe peuvent avoir de nos civilisations, de notre civilisation, de notre société, qu'ils vont avoir tendance à mépriser. Hein, et par contre, le respect qu'ils ont à l'égard du coopérant ou du vieux colonial, entre guillemets, qui est resté en Afrique. Ou du jeune colonial aussi, parce qu'il y en a qui dirigent des entreprises. Bien sûr. Mais non, justement, ce contraste entre la métropole et la France, et entre la métropole et l'ancienne métropole, disons. Oui, l'ancienne métropole, qui pourrit l'esprit de ces jeunes immigrés, alors? Écoutez, c'est la classe dirigeante française, notamment, et tous ceux qui la soutiennent, qui font que, évidemment, l'homme blanc, écoutez, a tendance à s'auto-flageller, qu'il se méprise lui-même, qu'il n'est pas fier de ce qu'il a fait et qu'il n'est pas fier de ce qu'il fait. Et vous avez toutes ces populations-là qui, effectivement, nous méprisent, à juste titre d'ailleurs. Eh bien, cher Jean-Claude Rollinat, vous me fournissez une transition toute trouvée pour la deuxième partie, puisque l'autoflagellation, les sanglots de l'homme blanc, eh bien, nous allons en parler et nous allons peut-être mettre en place cette image, parce que vous établissez dans votre livre un bilan de la colonisation qui n'est pas si négatif. Mais surtout, nous allons alors parcourir l'histoire absolument invraisemblable de tous ces régimes où tout le monde renverse tout le monde. Se dégagent quand même quelques personnalités fortes. Je pense à Houphouët-Boigny, je pense à Léopold Sédar Senghor, je pense à d'autres encore. Et nous allons essayer de retracer pour nos téléspectateurs cette histoire de la colonisation et de la post-colonisation qui est très vivante dans votre livre. Ça se lit comme un roman, en fait. Un roman d'aventure. Merci. Et avec un roman d'aventure avec quelquefois même l'aspect roman policier. Puisque les exécutions, les massacres ne manquent pas non plus. Ça, hélas, hélas. Alors, la bombe africaine et ses fragmentations, Jean-Claude Rollinat. Les chiffres sont dans le livre. Sur le plan démographique, nous n'allons pas nous étendre, vous en avez suffisamment cité de significatifs. Maintenant, le bilan de la colonisation et l'histoire de la post-colonisation. Alors, vous citez par exemple que comment en Algérie, la France a laissé derrière elle 70 000 km de route, 4 500 km de chemin de fer, 4 ports internationaux, 12 aérodromes importants, etc., etc., des hôpitaux, 31 centrales hydroélectriques ou thermiques, l'aménagement de la Mitidja, bien sûr, hein, qui nourrissait les populations. Et on pourrait étendre ces comparaisons à bien d'autres pays. Rappelez-vous Raymond Cartier. Voilà. Raymond Cartier, qui était le patron de Paris Match, qui était un grand reporter, qui disait que, évidemment, c'était scandaleux, car la Corrèze passait après le Zambèze. Bon, alors, évidemment, c'est un résumé, mais c'est vrai. À chaque fois qu'une maternité était construite à Lomé, qu'un hôpital était édifié à Dakar, que des voies ferrées étaient construites en Côte d'Ivoire, évidemment, c'est des investissements qui manquaient à la France. Et vous avez d'autant plus raison qu'un autre auteur qui s'appelait Jacques Marseille, qui est malheureusement mort assez précocement, avait fait un bilan. Oui. Il avait montré que l'essentiel de la dépense coloniale était une dépense publique. Que les investisseurs étaient beaucoup plus privés, étaient beaucoup plus timides. Ils sont d'ailleurs toujours privés, toujours très, très circonspects à l'heure actuelle. Exactement, exactement. Alors, cela étant,
là, vous avez une très bonne formule. Comme toujours, vous avez le sens de la formule. Vous dites, c'est le bon et le mauvais cholestérol. Ah, et il y a une bonne colonisation et une mauvaise colonisation. Écoutez, prenons ça d'une façon la plus objective possible. Le tort des Européens, c'est de s'être assis autour de la table lors du congrès de Berlin en 1885 et de prendre un couteau et de partager le gâteau sans tenir compte des réalités géographiques et ethniques surtout. Résultat, on le paye, bien entendu, aujourd'hui. Les pays africains le payent aujourd'hui. C'est une erreur monumentale. La première erreur. Pourquoi l'homme blanc est allé en Afrique? Il y est allé pour 3 raisons. Alors, une raison, évidemment, intéressée, c'est-à-dire extraire les richesses qu'il y avait sur place. L'Église, elle, voyait un potentiel énorme pour évangéliser de nouvelles populations. Absolument. Et les républicains, entre guillemets, de progrès, évidemment, comme Jules Ferry, par exemple... Nous devons apporter aux peuples inférieurs les bienfaits de élever les masses primitives, considérées comme telles, les masses indigènes, et les amener au niveau de l'homme blanc. C'est pas nous qui le disons, c'est Jules Ferry. Jules Ferry, d'ailleurs, qui faisait honte après à ses successeurs du Parti socialiste. Bah oui, mais ça a été dit, c'est comme ça. Nous garderons bien de porter un jugement, c'est un constat. 3 objectifs. Et puis, bon, l'homme blanc est arrivé, et effectivement, nous sommes servis, c'est vrai, de masses indigènes pour former ce que Mangin appelait sa force noire en 14-18. Et évidemment, il y a aussi beaucoup d'Africains qui ont servi sous les plis du drapeau tricolore lors de la Deuxième Guerre mondiale et dans les différents conflits coloniaux, entre guillemets, Indochine et Algérie. J'ai mis coloniaux, entre guillemets, car en Indochine, il s'agissait de défendre les États associés d'Indochine contre l'invasion communiste. Oui. Alors, en Algérie, c'est tout à fait différent. Oui, nous n'allons pas faire le débat de l'Algérie. Ça nécessiterait une seule et grande émission. Oui, mais il est dans votre livre. Je parle de cette Algérie. L'essentiel est dans votre livre. Écoutez, et c'est ça le mérite aussi de votre livre, c'est que sur beaucoup de situations, comme le Rwanda par exemple, comme l'Algérie, problème totalement mauvais différent. Choix de la France dans les 2 cas. Mais on les a de façon synthétique, résumée, parce que nos concitoyens ont entendu parler de tout cela. Mais en général, ils n'ont pas la bonne synthèse qu'il faut. Ils ont soit des livres extrêmement développés, soit... Et partisans, d'ailleurs. Et partisans, soit au contraire, alors, ce que dit la presse, c'est-à-dire 3 fois rien. Votre livre, justement, a le mérite d'avoir des monographies simples sur ce qui s'est passé dans chaque pays. Je ne dis pas que vous n'avez pas des positions qui sont bien tranchées. Elles sont tranchées, ce sont les vôtres, mais elles sont intéressantes. On apprend. Olivier, vous parliez de l'Algérie. Écoutez, je vais citer simplement 2 chiffres. En 1830, la France débarque, n'est-ce pas, à Alger, suite à l'affaire du Soufflet, n'est-ce pas? À l'époque, l'Algérie, en gros, c'est 1 million d'habitants. Oui. 1830. Aujourd'hui, nous sommes en 2018, il y a 40 millions d'Algériens. Bon, si la France s'était comportée comme un État barbare, bah écoutez, il ne serait pas 40 millions. Et puis, ils ne viendraient pas envoyer leur président subclaquant se faire soigner en France pour qu'il nous insulte après. C'est pas la première fois, en plus, qu'il se fait soigner. Alors bon, ça il faut que ce soit dit aussi, vous comprenez. Moi j'ai en mémoire ce qu'un monsieur d'origine togolaise qui a été le maire d'une petite ville de Bretagne et qui fut ministre de Mitterrand, monsieur Kofi Yamyan, je crois. Oui, exactement. Eh bien, il y a eu un film qui a été diffusé sur Internet, et j'avais été passionné par ce que monsieur se disait, à tel point que j'avais appelé mon petit-fils, qui était en secondaire à l'époque, pour lui dire « Écoute ce qu'un Africain va dire ». Et cet Africain, monsieur Yamyan, qui était donc ancien ministre de la République mitterrandienne, disait « Écoutez, j'ai tenté d'être candidat à la présidence de la République du Togo et j'ai fait une tournée des villages. » Mon pays d'origine, donc. Oui, son pays d'origine. Et il a fait une tournée des villages. Eh bien, les anciens lui disaient qu'il regrettait la France parce que la France entretenait les routes, la France entretenait les chemins de fer, et à l'époque de la France, il y avait des classes ouvertes. Ouais. Voilà. Mais j'en ai même entendu qui disaient quand est-ce qu'ils vont revenir? Ouais, écoutez, en tout cas, il y a en Algérie, puisqu'on en a parlé, on saute, hein, mais bon, géographiquement, y a en Algérie, je vais vous dire, il y a d'anciens pieds noirs qui retournent en Algérie et qui essayent de revoir. Moi, j'ai un témoignage personnel qui m'a été communiqué et qui essayent de retrouver les endroits où ils ont vécu. Ils sont accueillis à bras ouverts. Ouais. Et il y a des larmes qui s'échangent. Ouais. J'ai une expérience intéressante aussi dans ce genre. J'ai visité tout à fait dans le nord du Sénégal, en direction du Mali, un fort qui avait été construit par Faidherbe. Faidherbe était un grand bonhomme, un très grand bonhomme. Et il
Général de son état pour nos amis. Hein. Oui, exactement. Qui me faisait visiter ce fort, c'était un vieux Peul qui parlait un français excellent. Oui. Et quand je lui ai dit que j'avais été dans la même cagne, mais beaucoup plus tard, que Léopold Sédar Senghor, alors là c'était le miracle. Pour lui, tout... C'était un homme qui avait de la culture, qui m'a raconté toute l'histoire de Faidherbe, qui connaissait sa biographie. Et pourtant, ce fort est écrasé de chaleur et de poussière. Hein, attention, hein, c'est pas le club méditerranéen. Hein, Alors oui, ce que vous dites, c'est très intéressant. Ça me conforte. En général, quand on parle de l'Afrique, quand les médias mainstream, pour parler franglais, parlent de l'Afrique, en général, alors d'abord, on va à Gorée, n'est-ce pas? Oui. Et alors, tout de suite, c'est Gorée, évidemment. Oui, c'est incontournable. Bon, c'est d'où partaient les esclaves. Oui, mais nous, les Européens, les Toubabs, nous sommes marqués au front par l'esclavagisme. Mais on oublie de raconter que ce commerce triangulaire, si vous voulez, il y avait des acheteurs, mais s'il y avait des acheteurs, c'est qu'il y avait des vendeurs. Et qui étaient les vendeurs? Les petits camarades. Des rois indigènes qui razziaient des tribus concurrentes ou des commerçants arabes. Alors effectivement, l'homme blanc a un fardeau, mais il n'est pas le seul à le porter, il faut qu'il soit partagé. Et ça, c'est là ce qui est insupportable dans nos sociétés actuelles, c'est cette auto-flagellation permanente et qui comment dirais-je, se traduit aussi par des manuels scolaires qui donnent une vision tout à fait faussée de l'œuvre de la France en Afrique. Et alors, vous parliez de Gorée, l'île qui se trouve au large de Dakar. Oui. C'est ravissant. Ravissant, tout à fait. Magnifique. Et avec les belles cignards. Ah, les cignards, les belles... oui. Ça vient du portugais, ça, parce que les Portugais ont été les premiers. Les Portugais, on en parlera peut-être plus tard, parce que voilà, les colonisateurs... un empire colonial, gigantesque. Le dernier, c'est les derniers. C'est les derniers à être partis. Et toute l'histoire est dans votre livre, hein, l'histoire de l'empire colonial. C'est les derniers à être partis. Eh bien, on ne peut pas dire que les Sénégalais nous embêtent beaucoup avec Gorée et l'esclavage. Hein. Il y a une porte et puis une statue. À Gorée même, ça ne va pas très loin. Ils n'ont pas cette revendication, en tout cas à Gorée et au Sénégal, que nous entendons à Paris et en France. Vous avez raison. C'est pas la même chose. Ni au Maghreb d'ailleurs, notamment en Algérie. Parce qu'il y a une espèce de... Oui, je lâche le mot, une haine officielle à l'endroit de la France qui ne se traduit pas chez le petit peuple. Non. Hein, voilà. Alors, maintenant... Nous allons aborder une question qui est quand même très importante. C'est, alors, ce que vous dites à un moment, c'est la colonisation qui a créé les nations locales. Bon, vous le dites surtout pour la Côte d'Ivoire, mais c'est vrai aussi pour le Sénégal. Après tout, le Sénégal était uni avec le Mali. Bon, ça n'a pas duré. Ça a éclaté. Non, voilà. Beaucoup. Alors, on voit à la fois toutes les ethnies qui sont innombrables. Et dans les conflits, les renversements de Roitelet, évidemment, les ethnies adverses jouent un rôle formidable. Mais vous avez fait un travail énorme, parce qu'il a fallu recenser toutes ces ethnies. Alors vous avez un pays emblématique, si vous voulez, de cette situation, c'est le Congo ex-belge. Bien sûr. Le Congo ex-belge atteint l'âge adulte, entre guillemets, le 30 juin 1960. Oui. Les Belges, qui ont été de remarquables, colonisateurs, mais dans un sens égoïste, n'ont pas pensé qu'il fallait éduquer suffisamment de cadres intermédiaires pour pouvoir faire fonctionner ce gigantesque pays qui s'appelle aujourd'hui République démocratique du Congo. Passez-moi démocratique. Bon. RDC, oui. La RDC. Bien. D'ailleurs, la République ne contrôle pas la totalité du territoire. Du tout. Et alors, ça a été un cirque épouvantable le 30 juin 1960. À peine le drapeau congolais était hissé que l'ONU était obligée de débarquer. Et vous avez eu au Congo ex-belge, pendant un certain temps, presque 5 gouvernements en même temps, 2 à Léopoldville, qui s'appelle Kinshasa, un au Katanga indépendant, un celui d'Albert Kalonji au sud Kasaï, il s'appelait Albert. Alors il s'est promu Albert Ier, clin d'œil avec le roi des Belges. Et il se promenait avec un sceptre, une tiare et sa peau de léopard. Oui. Bon, et puis vous avez eu le gouvernement progressiste d'Antoine Gizenga qui soutenait Lumumba.
qui a été d'ailleurs assassiné dans des circonstances épouvantables, c'est effrayant. Gizenga qui était soutenu, lui, par les soviétiques. Vous aviez donc un Congo qui était complètement morcelé, éclaté, où effectivement, disons-le, les puissances ex-coloniales ont joué un rôle éminemment important, et vous avez eu l'intervention de ceux qu'on appelait les affreux, c'est-à-dire des anciens officiers belges ou principalement français, voire même sud-africains ou rhodésiens, qui donnaient un coup de main à Tshombe, qui essayait de faire bouillir la marmite au Katanga. Moïse Tshombe. Alors effectivement, la seule province qui marchait à peu près, c'était le Katanga, qui était riche, et qui est toujours d'ailleurs riche en minerais. Bon là, c'est extraordinaire. Plus riche encore, parce que maintenant, il y avait l'or, les diamants, il y avait les diamants, mais maintenant il y a les terres rares qui servent pour les produits de l'électronique, haut de gamme, du numérique. Mais oui. Et donc, convoitise, toujours. Convoitise, mais vous avez, c'est pas terminé du tout. Vous avez eu, alors il y a eu le maréchal Mobutu qui a mis tout le monde d'accord, Joseph Désiré, et puis après... Kabila. C'est Seko. Après, Kabila l'a renversé, et puis Kabila a été assassiné, et après Kabila, c'est son fils, vous voyez, mais c'est hallucinant, c'est comme en Corée du Nord. Alors Kabila, en fin de compte, a été poussé à la porte par le cardinal archevêque de Kinshasa, et il y a eu de nouvelles élections, là, la semaine dernière, et des élections dont les résultats sont totalement... publiés. Mais ils vont être contestés, c'est inévitable. Le scénario est classique. C'est classique. Le seul pays qui échappe à cela... Il y en a plusieurs, quand même, Olivier. C'est le Sénégal, quand même. Alors, le Sénégal, dans la zone française, oui. Vous avez quand même d'autres pays de l'ex-Afrique occidentale française ou Afrique équatoriale française. Vous avez quelques pays qui sont quand même relativement stables, comme le Bénin, par exemple. Le Bénin, je pense aussi les pays d'Afrique australe, où l'élection des présidents d'Afrique du Sud de post-Mandela ne sont pas contestés. Non. Vous avez la Zambie. Je ne parle pas du Zimbabwe, alors là, qui est un cas extraordinaire, hélas, effroyable. Et puis vous avez le Botswana, qui est un pays d'une bonne gouvernance. Alors, il y a quand même des exceptions. Hein. En effet. Mais tout ça est dans votre livre, et ça se lit. Alors, au bout du petit livre, vous savez, quelquefois, c'est tragique. Quelquefois c'est comique, quelquefois c'est tragicomique. Ah bah c'est tragique. Vous avez un pays sympathique comme le Burkina Faso qui s'appelait avant la Haute-Volta. Vous avez eu le camarade capitaine Sankara qui a été éliminé par son ami Blaise Compaoré, lequel a été aussi remercié il y a quelque temps. Vous voyez, c'est sans arrêt. Alors, c'est effectivement c'est Tintin, c'est Hergé, hein, c'est Alcazar et Tapioca. Mais Sankara avait du mérite. Bon, il était très... c'était un marxiste. Marxiste. À la sauce africaine. Il avait combattu quand même les mutilations génitales des femmes. Oui, alors ça c'était quand même... pour en parler, oui. Pour l'appeler par son nom. Entre autres, oui. Donc, il y avait quelquefois des intuitions, mais il y a quand même une hubris, une démesure de ces chefs d'État qui se livrent à quelquefois. Alors, évidemment, rappelez-vous Idi Amin Dada ou Bokassa. Écoutez, ou la France, n'est-ce pas? Giscard d'Estaing ne nous a pas fait honneur. La France s'est compromise dans cette sinistre farce où Bokassa, à qui s'était monté à la tête, s'est cru probablement, s'est pris pour Napoléon Ier, Rayan. Bon, c'est de la folie. Et vous avez eu des grandes maisons de couture, des joailliers, etc. Qui se sont... Non, mais c'est hallucinant. Et avec le financement, évidemment, de la France et la bienveillance française. Alors, effectivement, après, la France s'est ressaisie et le gentil empereur a été débarqué. Mais il a été débarqué, mais c'est pas pour ça que la République centrafricaine se porte mieux. Elle est dépécée, n'est-ce pas, à l'heure actuelle. Il y a 2 ou 3 ans, des conflits terribles entre les musulmans et les chrétiens. Oui. Et on retrouve... Là, c'est les cas. Voilà. Non seulement le problème ethnique, mais aussi le problème religieux. Vous avez le problème ethnique au Soudan, par exemple. Religieux, et vous avez la contamination par le Sud-Soudan. Ce Sud-Soudan, on peut en parler aussi. Oui, qui a demandé son indépendance. Ce grand Soudan qui était un condominium anglo-égyptien qui devient indépendant, mais vous avez les populations nilotiques et les populations chrétiennes et animistes du Sud qui ne supportent pas la dictature des musulmans de Khartoum. Et longue guerre civile, une guerre civile sur plus de 20 ans qui fait environ 2 millions de victimes. C'est énorme. Là aussi, il y a eu des mercenaires européens qui
sont venus donner un coup de main aux sudistes. Les sudistes obtiennent à l'arraché leur indépendance. Et les voilà qui se... Oui, reconnus internationalement, et les voilà qui se divisent, parce que ethniquement, ils sont divisés entre les Nours et les Dinkas. Voilà. Et alors, évidemment, ce conflit ethnique fait tache d'huile dans la région et contamine la République centrafricaine. Bon, c'est absurde tout ça. On a évoqué tout à l'heure le Zimbabwe. On a cité l'Ouganda. Le Zimbabwe, écoutez, voilà un pays qui s'appelait la Rhodésie. Qui était riche et prospère, parce que sa relative élévation moyenne faisait que le climat africain était relativement tempéré. On y avait des ressources agricoles extraordinaires. Et monsieur Ian Smith a été le Premier ministre rhodésien qui a eu le courage, le 11 novembre 1965, de couper le cordon ombilical qui reliait la Rhodésie avec la Grande-Bretagne et de proclamer l'indépendance. Évidemment, cri d'orfraie, effectivement, le seul pays qui a pu le soutenir du bout des lèvres, c'était l'Union sud-africaine et un petit peu aussi le Portugal de Salazar, mais qui était déjà embourbé dans ces conflits en Angola et au Mozambique. Au nord, il y avait le Mozambique. Et la Guinée-Bissau. Eh bien, cette Rhodésie qui était prospère, très prospère, qui exportait du maïs, du bétail et du tabac. Eh bien, aujourd'hui, voyez-vous dans quelle situation est là. Il faut une brouette bourrée de dollars Zanzibar, de brouettes de dollars zimbabwéens pour aller s'acheter un paquet de cigarettes. C'est effroyable. Et c'est monsieur Robert Mugabe, qui a mis son pays dans cette situation. Alors, il a été renversé, Mugabe, par ses amis, parce qu'effectivement, il y a un moment donné où il faisait tâche, si je puis dire. Bon, et l'Afrique du Sud ne l'a plus soutenu. Mais l'Afrique du Sud, on pourrait en parler. Là aussi. Alors, on en parlera bien sûr. Vous évoquez l'épisode Verwoerd. Henrik Verwoerd. Bon, alors écoutez, il y a effectivement une page, on va dire une page sombre, c'est la page de l'apartheid, mais il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Mais simplement, aujourd'hui, la situation économique de l'Afrique du Sud est telle que beaucoup de Noirs en sont à regretter la gouvernance des Blancs. Et la République sud-africaine perd des points dans le classement économique international. Évidemment, il y a de moins en moins d'investissements. Vous avez une folie qui vient d'être décidée, c'est-à-dire la nationalisation des terres, l'expropriation des 40 000 fermiers blancs, ceux qui nourrissent toute la région de l'Afrique australe. Eh bien, ils vont les exproprier sans indemnisation. Oui, mais ça, c'est pas fait. C'est pas encore fait, certes. Il y a un scoop peut-être là. Allez-y. Vous n'avez pas. Ils viennent de constituer une véritable armée avec des conseillers du matériel russe, 15 000 hommes, qui ont commencé déjà à empêcher les expropriations des fermes. Alors Olivier, l'information que vous me donnez recoupe en revanche un autre tuyau que j'avais, c'est que M. Poutine a fait des offres avantageuses aux fermiers bourgs pour venir s'installer dans les terres encore vierges de la Russie. Oui. Mais là, l'information que vous me donnez, écoutez, me fait chaud au cœur. Eh bien, sur cette chaleur, si je puis dire, mais nous sommes en Afrique, nous allons faire une pause pour aborder le troisième aspect de votre livre, contemporain, quelques solutions, mais qui passe aussi par la situation française et le regard que nous avons sur ce problème. Alors, Jean-Claude Renina, nous allons revenir en France, non pas que nous voulions quitter l'Afrique, mais l'Afrique se rappelle à notre bon souvenir, si je puis dire. Il y a eu lieu la France-Afrique, d'ailleurs. Bon, il y a eu la France-Afrique et la France-Afrique. Oui, tout à fait. FRIC, pardon. Bon, vous faisiez un jeu de mots, tout à fait justifié en l'occurrence. Bon, maintenant nous avons une puissante immigration. Alors, la nouvelle porte d'entrée, c'est... Écoutez, la nouvelle porte d'entrée, évidemment, aujourd'hui, c'est... je vais le montrer à nos auditeurs. Je prends un journal qui n'est pas spécialement de nos amis, qui est un journal, régional, Sud-Ouest, et qui tire, à sa manière, la sonnette d'alarme. C'est-à-dire qu'après la frontière à Menton, et puis l'abject, abcès de Calais,
Calais, maintenant, ça pénètre en France par les cols pyrénéens ou par Hendaye. Bon, ça n'a pas de cesse, puisque ces migrants africains, encouragés par sa sainteté d'ailleurs, à mon grand regret, viennent de plus en plus nombreux s'échouer sur les plages espagnoles, parce que maintenant que M. Matteo Salvini est aux affaires, plus personne ne débarque en Italie. Bien. Et, donc la filière a changé de cap, et ça débarque en Espagne avec la complicité, évidemment, du gouvernement socialiste espagnol, minoritaire, je le signale, au passage, et qui ne restera pas longtemps encore, je l'espère, aux affaires à Madrid. Et donc, cette migration, eh bien, incontrôlée, elle entre en France, et j'allais dire que le corps français est pénétré d'immigrés par tous les ports de sa peau. Alors, évidemment, vous avez une intelligentsia qui, elle, dit le contraire, elle minore les chiffres de l'immigration, et en même temps, évidemment, elle s'en sert, elle espère s'en servir comme une force électorale lorsque ces gens-là, grâce au droit du sol, obtiendront à terme la citoyenneté française pleine et entière. Bon, quel est le problème? Il y a un problème humain. Il est indubitable. Il y a un problème humain. Nous l'avons vu tout à l'heure en abordant le problème démographique. On le sait pertinemment. La bombe africaine, elle n'est pas sexuelle, elle est démographique, si je puis dire. Encore qu'il y ait de très jolis spécimens de jeunes femmes africaines. Eh bien, cette immigration incontrôlée, elle fait par exemple que nous avons 40 000, ce que l'on appelle MNA, mineurs non accompagnés. Et vous savez que pour l'instant, les tests de dosification sont interdits, ce qui ne nous permet pas de dire qui est mineur, qui ne l'est pas. Donc parmi ces 40 000 mineurs isolés, je peux vous dire qu'il y en a beaucoup qui sont mineurs comme ma grand-mère, si vous voyez ce que je veux dire. Et ça coûte, la plaisanterie coûte au minimum 2 milliards d'euros à la France. Bon, voilà une première mesure à prendre. Sans compter que vous avez vu aussi que les fraudes à la carte de sécurité sociale... 14 milliards estimés par M. Prats, qui est un magistrat. C'est un magistrat de la République française qui a fait le calcul, il y a quelques années déjà, 14 milliards. Alors, il faut être honnête, parmi ces fraudeurs, il y a probablement de bons Gaulois, entre guillemets. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'on sait pertinemment qu'en Algérie, par exemple, c'est un pays où l'air est bon, et parce qu'il y a énormément de centenaires qui continuent de toucher leur retraite. Ah oui, voilà. Donc voilà, je dis à nos amis retraités, allez en Algérie, parce que l'air est bon, il y a beaucoup de gens centenaires. Vous voyez, voilà une piste de fraude, là. Voilà. Alors, quelle solution, s'il en est, à part la fermeture des frontières, bien sûr, la solution Salvini, bien sûr. La solution Salvini ou la solution Orban, nécessaire. C'est-à-dire, je crois qu'il faut traiter le mal, puisque cette immigration incontrôlée est un mal, il faut traiter ça en amont et en aval. Donc, en aval, eh bien, on le sait, c'est une fermeture de nos frontières. Arrêter d'offrir des avantages inconsidérés qui alimentent les pompes aspirantes. Détruire les réseaux de passeurs. Il y a dans le Figaro, oui. Figaro, vous citez un chiffre. Le Figaro, mercredi 4 avril 2018, c'est tout récent. 262 000 premiers titres de séjour accordés aux nouveaux arrivants. Contre 120 000 en 95 et 20 000 demandeurs d'asile en 97 contre 100 000 l'année dernière. Oui, non, mais il ne faut pas accuser uniquement M. Macron d'être responsable de tous nos maux. Il y a les prédécesseurs de tout parti. Donc, une fois qu'on a dit qu'il fallait faire en sorte d'élever des murailles pour empêcher cette immigration incontrôlée, bien entendu, le droit d'asile doit être maintenu. Il y a des gens qui, effectivement, sont persécutés à juste titre. Mais par contre, vous avez énormément de jeunes mineurs. Les familles se cotisent. Et on voit le plus costaud, le plus malin en France. Et une fois que le jeune homme sera installé, il pourra faire sa demande d'asile. Et s'il est agréé, évidemment, il aura droit au regroupement familial. Et badaboum, je ne vous fais pas de dessin. Mais en revanche, quand on a dit ça, on n'a pas résolu la solution au fond. Il faut donc intervenir en amont. Et en amont, c'est pas en distribuant de l'argent. Depuis 1960, l'Afrique a touché 2000 milliards de dollars. C'est beaucoup plus que le plan Marshall. Et pourtant, regardez où elle en est, cette Afrique. Ah ben, vous le dites aussi, l'Afrique noire, vous citez René Dumont dans son livre « L'Afrique noire est mal partie ». Ni l'indépendance, ni l'aide au tiers-monde, ni le progrès des années de prospérité ne semblent avoir apporté au continent noir la moindre chance de sortir de sa misère. Alors, là, je serais un tout petit peu plus optimiste. Parce que sur le terrain, on voit des choses qui changent. Oui. Et puis,
il y a un certain nombre d'économistes, on peut ne pas être d'accord avec eux. Je pense à Nicolas Bavrez. Nicolas Bavrez, je ne suis pas d'accord avec lui sur beaucoup de choses, mais il a fait un livre qui s'appelle « Lettres béninoises », dans lequel il montre que l'Afrique peut se sortir d'affaires autrement que par la vente des matières premières. Et ça, je l'ai constaté en partie au Sénégal. Vous voyez, ces derniers jours-là, on voit se développer... Alors, vous avez les micro-entreprises, toutes petites le travail. Et puis, vous avez des très grandes entreprises, soit multinationales, soit de type étatique à la française, des EPIC. Et il y a un chaînon manquant. Ah ouais, non, mais le chaînon manquant, c'est clair. C'est les entreprises d'initiative locale avec des... Bien sûr. Alors, ça démarre... moi, je l'ai vu, je l'ai constaté, comment dirais-je, en Côte d'Ivoire avec le cacao. Oui. Vous avez d'ailleurs le Ghana et la Côte d'Ivoire qui sont limitrophes, qui viennent de constituer un pool étatique pour défendre le cacao, puisque c'est une denrée qui va rare, être de plus en plus rare, et qui est amenée à grimper au niveau du prix. Oui. Mais ce qui manque à l'Afrique... Alors, vous avez une élite. Vous avez une élite très pointue, mais elle cherche à émigrer, elle va dans les pays à haut salaire, et puis vous avez la base. Et il vous manque, en Afrique, il manque tous ces jobs intermédiaires, il manque des agents de maîtrise, des petits techniciens. Eh bien, notre devoir à nous, Européens, et là je ne parle pas uniquement de la France. La France, entre parenthèses, c'est elle qui se tape le fardeau de la sécurité en Afrique. Il serait peut-être bon que nos amis, il serait peut-être bon que nos alliés de l'Union Européenne, qui sont également membres de l'OTAN, partagent un peu le fardeau. Exactement, parce que la frontière, et Schengen nous le dit d'ailleurs, même si Schengen est critiquable, la frontière pour l'Allemagne, c'est la même, c'est la France. Bien sûr. Et donc, je ne vois pas pourquoi l'Allemagne, avec sa prospérité, ne pourrait pas contribuer de façon plus significative à l'effort de l'opération Barkhane, par exemple. On est tout à fait d'accord là-dessus. Alors, je parlais donc intervenir en amont. Il ne s'agit pas de donner de l'argent, comme la France l'a fait pendant des années, donner de l'argent aux potentats locaux, parce que cet argent, écoutez, il se disperse comme l'eau s'en va dans les sables, il se disperse dans les poches de nos potentats. Vous connaissez la formule. Cette aide, c'est prendre aux pauvres du monde développé pour donner aux riches des pays pauvres. Mais tout à fait. Donc la solution, elle n'est pas là. La solution est, vous l'avez soulevé tout à l'heure, des micro-entreprises. Il faut d'abord former sur place des gens. Moi, j'avais un ami qui avait lancé l'idée au Congo-Brazzaville de former des gens, parce que c'est un pays qui n'est pas musulman. Le Congo-Brazzaville, c'est le Congo-Atlantique. C'est le Congo-Atlantique, qui est au-dessus de Kinshasa. Et son projet n'a pas été retenu, pourtant il était très intelligent. C'était d'envoyer des chômeurs spécialisés qui n'ont pas de boulot en France et d'aller arriver en Afrique et de servir en quelque sorte de techniciens, de coopérants pour former des Africains sur place. Et lui, notamment, il était branché dans la charcuterie. Mais au Congo-Brazza, il n'y a pas de problème. Il y a peu de musulmans. Bon, donc la solution, elle est là. Elle n'est pas en donnant d'État à État, si vous voulez, de gré à gré, de l'argent massivement. C'est en développant des initiatives sur place. Et je retiens de Borloo l'idée d'électrification de l'Afrique. C'est vrai, tant que l'eau et l'électricité, il y a quand même 50% de la population africaine qui n'a pas accès à l'eau. C'est énorme. Tant que l'eau et l'électricité n'arriveront pas dans le plus paumé des villages africains, on n'y arrivera pas. Et puis alors ensuite, il y a une révolution à faire chez les femmes. Il y a eu un sondage au Niger, mon cher Olivier. Un sondage au Niger. Alors, la femme nigérienne, elle, dont le taux à l'heure actuelle, nous l'avons vu tout à l'heure, c'est 7,1, elle rêve d'avoir 9 enfants. Et puis le Nigérian mâle, lui, il rêve d'en avoir 11. Le Niger, alors le Niger, par exemple, pays du Sahel, comme le Mali, pourrait peut-être très bien avoir, comment dirais-je, des espaces ouverts à l'énergie solaire. À partir du moment où on peut la stocker et la transmettre, voilà des ressources possibles. Il y a une entreprise française qui développe ça. On aime ou on n'aime pas l'entreprise, c'est Bolloré. Je ne fais pas de publicité. Bolloré. Ah, Bolloré lance des programmes d'équipements électriques, téléphoniques, communications, etc., logistique pour l'Afrique. Et alors, il contrôle les ports, nous le savons. Bon, on peut penser ce qu'on veut de l'entreprise, c'est une chose. Mais il est vrai que cela contribue, malgré tout, à l'infrastructure. Et j'ai pu constater, par exemple, au Sénégal, des progrès assez significatifs. Bon, par exemple, jusqu'à l'année dernière, on atterrissait à... Dakariof. Oui. Bon, Cédar Senghor. Bon, c'est un vieil aéroport. Moi, j'appelle ça Dakariof. Un peu folklorique, un peu... Bon. Ils ont un magnifique aéroport en arrière
de Dakar, qui s'appelle Blaise Diagne. Alors, qui se souvient de Blaise Diagne, qui a été quand même le premier député français au Parlement français. Et il a été secrétaire d'État, je crois, dans les gouvernements. Ce qui prouve que la France n'était pas un pays raciste et qu'elle voulait appliquer les préceptes de Jules Ferry. Voilà. Cela étant, c'est lui qui a baptisé le nouvel aéroport, qui est magnifique, absolument magnifique et très, très convivial, très agréable d'accès. Bon, j'ai vu se développer aussi l'agriculture. L'agriculture se développe considérablement au Sénégal, avec des milliers d'hectares de riz pour la consommation interne, des productions légumières qui se développent d'année en année. Je vois les progrès. Il y a quand même des motifs d'espérer. Oui, surtout que le Sénégal est un pays politiquement stable, qui est l'un des rares à avoir échappé à cette manie du pronunciamiento, n'est-ce pas? Bon, il y en a d'autres qui sont comme ça, d'ailleurs. Ils ont failli y avoir, après Abdoulaye Wade, Karim Wade, le fils, a failli prendre la succession du père. Puis c'est finalement Macky Sall qui l'a emporté. Cela étant, le principal opposant de Macky Sall aujourd'hui, qui s'appelle d'ailleurs comme lui, Sall, mais il s'appelle Khalifa, et il est en tôle. Bon, ce qui est assez pratique. Voilà. Oui, c'est un grand classique. Ça se pratique notamment au Bangladesh, où la première ministre a fait mettre en prison le leader du parti d'opposition. Voilà. Alors, moi, Olivier, cette Afrique, effectivement, vous levez peut-être, vous allumez peut-être une petite lueur d'espoir, mais il faut, dans notre intérêt bien compris, faire en sorte de fixer les populations africaines sur place, leur donner l'espoir d'une vie meilleure. Parce que, vous comprenez, aujourd'hui, c'est pas le tam-tam qui fait circuler les informations. C'est Internet, c'est la télévision, c'est le portable, c'est la radio. Et donc ces gens-là voient absolument... Ils ont l'impression que en Europe ou en Amérique, on vit bien, on vit grassement, on vit largement. Bon, je doute qu'ils comprennent grand-chose à la tribu des Gilets jaunes, mais bon, en tout cas, ils ont envie de venir parce qu'ils espèrent bénéficier des avantages que nous avons à leur offrir. Moi, dans le chef-lieu de canton qui est à proximité de mon village, il y a effectivement un centre d'accueil de jeunes migrants. Eh ben oui, c'est vrai, ils ont tout ce qu'il faut sans travailler. Oui, c'est un très mauvais exemple. Très mauvais exemple. Très mauvais exemple. Donc, que les pays européens prennent le taureau par les cornes, si je puis dire, qui d'abord, ils aident la France militairement sur le terrain pour contenir la rébellion djihadiste au Sahel, contribuer à stabiliser les pays du G5, le G5, qui a du mal à mettre sur pied une force armée de 5000 hommes. G5, je précise, c'est la Mauritanie, c'est le Mali, c'est le Niger, c'est le Burkina Faso, et j'en oublie un, le Sénégal. Voilà. Eh bien, le Sénégal étant le plus sérieux de la bande au point de vue militaire. Ah oui. Et avec le Tchad, d'ailleurs, qui est quand même réputé sur le plan militaire. Eh bien, en même temps, ces pays européens, cette Union européenne bureaucratique, hélas, oligarchique, elle devrait concentrer ses efforts en Afrique pour des petits projets, ce que vous avez évoqué tout à l'heure, pour faciliter l'émergence. Le chaînon manquant. Le chaînon manquant, c'est quoi? C'est le cadre intermédiaire, c'est le petit patron, c'est le petit entrepreneur. Voilà. Ces gens-là, vous l'avez vu, ils sont remarquablement débrouillards. Avec 3 fois rien, ils vous rafistolent quelque chose. Alors c'est comique par moment, parce qu'effectivement, on voit des voitures invraisemblables. Mais c'est surréaliste. Vous arrivez à Saint-Louis du Sénégal, vous avez encore des vieux berliers des années 50 qui sont là à moitié effondrés, comme des géants fatigués. Mais ils prennent les pièces détachées pour en mettre sur le deuxième et ça roule. Écoutez, je pense que les Africains, passez-moi l'expression, sont des démerdards. Il n'y a pas de raison qu'ils échouent. Mais pour ça, il faut arrêter de polluer leurs élites et arrêter d'engraisser des potentats qui se foutent complètement de leur population. Regardez, en Afrique du Sud, après l'échec de la domination européenne, eh bien écoutez, vous avez eu l'émergence d'une bourgeoisie noire, 4 millions de personnes à peu près, qui se moquent complètement de ses compatriotes et qui vit sur un pied, vraiment un piédestal incroyable. Mais comment voulez-vous que ça tienne, ça? Mais ça pourrait servir d'exemple de conclusion, toute provisoire, parce que votre livre est d'une grande richesse, et j'invite nos téléspectateurs à se plonger dedans. C'est à la fois de l'histoire, de la démographie, mais aussi du roman. Sauf que c'est la réalité, c'est vivant, c'est parfois un peu tragique, même souvent très, très sanglant. Mais la vie en général est aussi... Et l'histoire. Et l'histoire est tragique. L'histoire est toujours tragique. C'est ce que nous avions oublié en Occident.
Et elle revient en force aujourd'hui. Ce tragique revient en force aujourd'hui. Et nous ne sommes plus du tout dans la fin de l'histoire, au contraire. Ah, c'est le début d'une nouvelle histoire. Voilà. Eh bien, merci Jean-Claude Rollinat pour votre livre « La bombe africaine et ses fragmentations », avec une préface d'Alain Sander, paru aux éditions du Alpha. Donc, merci Jean-Claude Rollinat pour vos éclairages sur l'Afrique. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Et à très bientôt, chers téléspectateurs.